Il est 23h, merci de votre présence. Bonsoir à tous. Dans le titre de l'actualité. C'est une première pour la commune de Didiéville. La ville vient d'inaugurer son tout premier commissariat de police, une infrastructure qui vient renforcer le dispositif sécuritaire local et rassurer la population. Lutter contre la fraude et garantir des documents fiables, c'est l'objectif du gouvernement à travers un nouveau plan de sécurisation des pièces administratives, un chantier prioritaire pour restaurer la confiance des usagers. Et puis panique et confusion en Iran après une violente explosion survenue samedi dans le plus grand port du pays. Le bilan humain reste lourd, on parle d'au moins 40 morts et plus d'un millier de blessés selon un nouveau bilan. La communauté internationale suit de près l'évolution de la situation. Didiéville renforce sa sécurité. La commune dispose désormais de son tout premier commissariat financé à plus de 200 millions de francs CFA, sinon 200 milliards de francs CFA par la mairie. Une cérémonie festive de remise des clés s'est tenue en présence des ministres Jano Aoussou-Kouadio et du général Vagondo Diomandé. Un reportage de Gervais Kouassi dans un commentaire de Kader Sogodogo. Didiéville a sorti son tam-tam parleur pour accueillir le général Vagondo Diomandé. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est dans la localité pour l'inauguration du tout premier commissariat, tournant décisif pour le développement de Didiéville. Maintenant que nous disposons d'un commissariat de police, je voudrais donc lancer un appel solennel à l'ensemble des opérateurs économiques à venir investir dans la commune de Didiéville. Les policiers, par la voix du représentant du directeur général, en la personne de son adjoint, saluent les actions du gouvernement en faveur de leur corps. Avec tout le personnel de la police nationale, exécuté avec engouement, avec dévouement, toutes les missions qui vous sont confiées par M. le Président de la République, chef suprême des armées. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité traduit la symbolique d'un commissariat avant de s'adresser aux policiers désormais en fonction à Didiéville. Ce commissariat est un symbole fort, un symbole de justice sociale, un symbole de proximité et un symbole du service public. Chers fonctionnaires de police, en prenant aujourd'hui fonction dans ce commissariat, vous devenez les garants de la tranquillité des habitants de Didiéville et de ses environs. La question sécuritaire est une préoccupation permanente au sein du gouvernement. Le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, Jano Aoussou-Kouadio, insiste pour faire percevoir les efforts consentis en la matière. Il y a beaucoup qui arrivent encore avec le président Alassane Ouattara, puisque Didiéville a une place de choix dans son cœur. C'est au commissaire Laurent Bamba d'assurer la direction du tout premier commissariat de Didiéville, construit à hauteur de 205 millions de francs CFA par la mairie. Il s'agit bien d'un investissement de plus de 200 millions de francs CFA. Et dans la même dynamique de renforcement des services publics, l'État poursuit ses efforts pour sécuriser davantage les documents officiels. Une nouvelle politique de modernisation de l'État civil est en cours avec l'introduction de dispositifs technologiques. Ils vont limiter les fraudes et améliorer l'identification des citoyens. Sidonie Davila. La fraude documentaire en Côte d'Ivoire a atteint des proportions alarmantes selon l'Office national de l'état civil de l'identification, ONESI. Face à cette réalité préoccupante, l'institution prend les choses en main. Nous sommes là pour la mise en place d'un réseau de référents en matière de fraude documentaire. Il faut dire que la fraude documentaire a atteint certaines proportions qui font qu'une seule structure à elle seule ne peut pas résoudre le problème de la fraude en Côte d'Ivoire. Donc il faut vraiment mettre toutes les administrations ensemble pour qu'on soit plus fort pour éradiquer, sinon diminuer la fraude, pour être plus efficace, pour avoir une lutte plus efficace contre la fraude. La fraude documentaire représente un enjeu majeur pour l'ONESI, régulièrement confronté à des cas de faux documents. Pour le directeur général, ce réseau de référents est un outil essentiel dans la lutte. L'État a mis en place le tiers de confiance qui est l'ONESI et donc il appartient à ce tiers de confiance de faire en sorte que toutes les administrations publiques et privées et parapubliques puissent bénéficier des outils qui sont mis en place. Donc c'est important pour nous de les rassembler tous aujourd'hui avec l'appui de l'Union européenne pour qu'on puisse créer, mettre en place ce réseau de référents
qui vont nous permettre de pouvoir aller beaucoup plus vite et de crédibiliser, de sécuriser l'ensemble des documents que notre administration utilise. L'initiative de l'ONESI, soutenue par l'Union européenne à travers Civipol, est accueillie favorablement par les participants. Je pense qu'avec l'apport de l'ONESI et de tous les partenaires, le ministère de la fonction publique sera plus aguerri, aura toutes les ressources techniques, les ressources humaines et les conseils qu'il faut pour mieux juguler ce problème. C'est un atelier qui est le bienvenu et je pense que nous allons faire beaucoup de cet atelier. Parmi les documents souvent falsifiés figurent les extraits d'actes de naissance, les certificats de nationalité, les cartes nationales d'identité, les diplômes, ainsi que plusieurs autres pièces. Lutte contre la désinformation en période électorale, institutions, partis politiques et sociétés civiles unissent leurs voix contre le discours de haine. À Port-Bouët, un atelier sensibilisé sur les droits numériques et l'impact des fake news à l'approche de la présidentielle. On en parle avec Astou Touré. Avec l'avènement du numérique, plusieurs dérives sont constatées via les réseaux sociaux, notamment les discours de haine et la désinformation. À quelques mois de l'élection présidentielle, la situation préoccupe la population. Côté réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news dedans. Voilà, dramatiser les informations, c'est pas normal. Ils doivent véhiculer des messages de paix, de rassemblement, d'apaisement. Quand j'entends des propos violents, franchement, ça me fait beaucoup mal. Pour ce qu'on voit et on peut observer, il y a des signes inquiétants, mais en même temps, les postures constructives des uns des autres encouragent à avoir de l'espoir pour empêcher qu'on retombe dans les mêmes erreurs. Un atelier est donc organisé par la Coordination nationale des coalitions des défenseurs des droits humains et Paradigme Initiative, une ONG qui œuvre pour le droit numérique afin de lutter contre les fléaux de la désinformation et les discours de haine. DREAM, Digital Rights and Elections in Africa Monitoring, un dispositif qui se donne pour mission d'engager des discussions, d'engager les parties prenantes lors des élections dans les pays africains pour s'assurer que leur droit à avoir accès à des informations sûres et vérifiées, le droit à avoir accès à Internet pendant les élections, avant les élections et après les élections soient respectés. Garantir les droits numériques pour les citoyens, pour tout le monde durant le processus électoral et également l'espace civique. C'est ce lieu que le rôle de la société civile est important. Les parties prenantes, ainsi sensibilisées et formées, se disent outillées et prêtes à partager cette expérience pour prévenir ces fléaux et garantir une élection apaisée. Nous avons besoin effectivement de sensibiliser nos concitoyens, les jeunes, les femmes, pour que ces personnes puissent avoir l'information juste avant de la diffuser. Cet atelier apportera beaucoup. Il pourra bien éclairer nos participants qui vont à leur tour dans leur QG respectif donner de la bonne information pour qu'on puisse aider à nos élections pour des élections apaisées. Au total, 30 structures gouvernementales et non gouvernementales ont pris part à cette rencontre de sensibilisation et de formation. En parlant maintenant de politique avec le président du PPACI, Laurent Gbagbo, qui a tenu samedi une réunion stratégique au siège du parti à la Riviera-Bonhoma. Devant le comité central, il a réaffirmé son appel au dialogue politique national. Il a aussi exprimé son soutien au PDCI RDA. Marie-Chantal Akandan. Comme annoncé à Dabou, le comité central du PPACI se réunit autour du président du parti pour définir la marche à suivre. Laurent Gbagbo, face à ses militants, lève toute ambiguïté sur l'orientation politique du parti. Nous ne laisserons pas le PDCI mourir parce que c'est une expression politique en Côte d'Ivoire. Et toutes les expressions politiques doivent exister. Nous allons leur apporter notre soutien en espérant en retour rien. La conviction politique n'est pas un troc. Le comité central débat des actions à entreprendre et affine la position du parti. Des échanges qui aboutissent à l'adoption d'une déclaration officielle.
Le président Laurent Gbagbo a rappelé que nous sommes le PPACI. Le président Laurent Gbagbo a exprimé sa solidarité au PDCI RDA. Il a également demandé que l'on se montre aussi solidaire avec les autres partis politiques. Le président Laurent Gbagbo, soucieux de donner une dernière chance au dialogue et à l'écoute des revendications légitimes du peuple ivoirien, a invité le président exécutif à organiser le mouvement Trop, c'est trop. Le comité central a réaffirmé les conditions du PPACI pour des élections apaisées, à savoir la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la mise en place d'un nouvel organe électoral consensuel, l'audit de la liste électorale et une révision de cette liste avant la présidentielle de 2025. Portés par le discours de leur leader, les militants expriment leur adhésion à la ligne politique définie. Ce que moi je retiens, c'est qu'il a fait retomber la tension, il a pris ses responsabilités en tant qu'homme politique de gauche. Qui emmène justement tous les acteurs politiques, le RHDP et tous les autres partis à s'asseoir et à discuter, surtout le message d'unité. En quête de solutions et de clarté politique, le PPACI veut ainsi faire entendre sa voix dans le débat politique ivoirien. Les femmes du RHDP ont fait une annonce forte à Yamoussoukro lors d'une session de formation suivie d'un meeting marquant leur rentrée politique. Elles ont décidé de payer la caution de candidature du président Alassane Ouattara pour la présidentielle 2025, un geste symbolique qui témoigne de leur engagement pour la réélection du chef de l'État. Charles Tato. Esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 30 000 militantes de l'Union des femmes du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix ont répondu massivement à l'appel de leur présidente nationale, Arlette Badou Kwame, venue des 31 régions du pays. Un appel pour réactiver la flamme militante du RHDP à travers la junte féminine. Une mobilisation qui marquait également leur rentrée politique. Nous avons vu naître sous nos yeux des routes bitumées là où il n'y avait que poussière, des ponts qui relient là où il n'y avait que fossé, des centres de santé fonctionnels là où nos mamans, nos femmes, nos sœurs accouchaient dans la peur, des écoles et des universités modernes ouvertes à toutes les générations, notamment à nos filles et à nos sœurs. Au regard de toutes ces qualités, du travail abattu et de notre foi en sa victoire au premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les femmes du RHDP décident, ici et maintenant, de payer l'entièreté de la caution de notre candidat, le président Alassane Ouattara. La caution de 50 millions. La caution de 50 millions. Plusieurs hauts cadres du parti ont rehaussé de leur présence la rentrée politique des femmes. Au rang de ceux-ci, le coordonnateur principal du RHDP du district autonome de Yamoussoukro, Souleymane Diarrassouba, le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Sissé Bakongo, et la vice-présidente du directoire du RHDP, Kandia Kamara Kamisoko, qui ont saisi l'occasion pour rassurer les femmes de Côte d'Ivoire quant au déroulement de la présidentielle de 2025 sans violence. Depuis 1993, Yamoussoukro, notre cité, a été abandonnée par tous. Il aurait fallu que le président Alassane Ouattara, digne successeur de Félix Houphouët-Boigny, puisse jouer son rôle en tant que fils de Nanan Félix Houphouët-Boigny. Voyez-vous, aujourd'hui, Yamoussoukro fait fière allure. Il y aura élection. Et c'est parce qu'ils savent qu'il y aura élection et que s'il y a élection, il n'y a absolument aucun doute
Alassane Ouattara sera vainqueur au premier tour. Un coup KO. Chers sœurs, vous venez de faire la démonstration que la Côte d'Ivoire est en paix. Les Ivoiriens vivent ensemble. Il n'y a pas de problème entre nous. Que rien ne peut nous diviser. La politique ne peut pas nous diviser. D'autres activités ont précédé cette mobilisation, notamment les séances de formation des femmes et une visite à la résidence de Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, pour le dépôt d'une gerbe de fleurs sur son caveau. Et à quelques mois des élections, d'autres partis continuent de se préparer. Le mouvement politique ADCI a tenu sa rentrée hier samedi à Yopougon avec un appel à la mobilisation des militants. Son président Saleh Tiemoko a également évoqué la situation sociopolitique et annoncé qu'il se prononcera bientôt sur une éventuelle candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Ahmed Traoré. Transcender les divisions partisanes, unir les Ivoiriens quelles que soient leurs appartenances politiques, c'est l'objectif que veut atteindre le mouvement politique ADCI aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. Saleh Tiemoko, président de ce mouvement politique, s'est montré clair lors de sa rencontre avec ses militants au rendez-vous de Yopougon. À la question de savoir s'il sera candidat ou non à la présidentielle d'octobre prochain, le député maire de Tiasalé veut informer ses partisans au moment opportun. Toutefois, il insiste sur l'importance de bâtir une société de confiance où chaque Ivoirien pourra libérer son potentiel. Ce, pour le progrès de la nation. Notre pays est grand. Nos dirigeants, de Houphouët-Boigny à Ouattara, en passant par Bendy et Gbagbo, ont abattu un travail immense. Ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui et pour les générations futures, c'est de construire une société de justice qui donne à chaque enfant de ce pays la place qui lui revient selon son mérite. Le mouvement politique aujourd'hui et demain Côte d'Ivoire est né le 2 juin 2024. Il veut être le catalyseur d'un changement profond et durable pour la Côte d'Ivoire. L'économie bleue, de plus en plus au centre des discussions sur le développement durable, est aussi une priorité pour la Côte d'Ivoire. Pour en parler, Ahmed Silué a reçu le directeur de cabinet adjoint du ministère des Ressources animales et halieutiques, Dounion Gouebrini, dans le Dimanche Magazine. Voici un extrait de cet entretien. L'économie bleue concerne toutes les activités en lien avec le milieu aquatique. Et pour donner comme exemple, les populations de toutes les localités côtières sont estimées autour de 10 millions de personnes. Donc ces activités économiques concernent 10 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire. Donc pratiquement un tiers de la population est concernée par ces activités en lien avec l'économie bleue. L'autre chose aussi, c'est que toutes les activités qui rentrent aujourd'hui dans l'économie bleue, que ce soit les activités portuaires, la perche, l'aquaculture, le tourisme, représentent autour de 15% du PIB. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a organisé 3 activités en une. Il y avait le salon de la pêche et de l'aquaculture, au cours duquel nous avons reçu 17 pays de la COMAFAT, qui est le conseil ministériel des États côtiers de l'Atlantique. Et aussi, nous avons tenu le forum pour l'investissement dans l'économie bleue. Les objectifs ont été atteints. Aujourd'hui, nous évaluons à plus de 5000 participants à ce salon. Il y a eu 40 panels, 40 panélistes, il y a eu 60 exposants. Et nous pensons que aujourd'hui, les objectifs ont été atteints pour ce qui concerne ce salon. C'était pour le ministère l'occasion de réunir les acteurs, les partenaires techniques et financiers, les ministères concernés, les institutions qui participent aux activités en lien avec l'économie bleue, de se réunir, d'être sensibilisés sur la question de l'économie bleue, mais surtout de se prononcer sur le financement de l'économie bleue. Chose à présent, 16 gestionnaires d'établissements de l'enseignement technique formés à Tianjin en Chine sont de retour à Abidjan. Le ministre Kofi Nguessan les a encouragés à partager leur expérience pour améliorer l'enseignement en Côte d'Ivoire. Isaïo. 16 gestionnaires d'établissements techniques et professionnels en immersion en Chine de retour à Abidjan après un mois de formation. Devant le ministre à leur arrivée, ils n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant à la qualité de la formation reçue,
à Tianjin. En Chine, leur président leur a dit, pour avancer, il faut qu'ils retroussent les manches. Et ils ont retroussé les manches. Aujourd'hui, ils sont devant. Nous devons changer carrément de mentalité, penser à l'avenir. Nous avons appris que la formation professionnelle repose sur l'industrie, l'école et production, la coopération. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de suivre le modèle chinois. Les Chinois sont disciplinés, travailleurs. Aujourd'hui, nous revenons avec des compétences vraiment acquises, de nouvelles compétences, celles qui vont nous permettre d'avoir la possibilité, les capacités de réorganiser nos équipes. Le ministre Kofi Nguessan remercie le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision pour le rayonnement de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la pleine vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, celle de faire de la formation professionnelle le levier de développement de la Côte d'Ivoire. Et cela passe par la formation de nombreux jeunes, mais surtout aussi par la gestion de qualité des établissements. Et pour renforcer leurs capacités et créer cette dynamique que nos 16 compatriotes sont partis en Chine pour 1 mois de stage. Et ce que j'attends d'eux, c'est une autre façon de manager ces établissements, c'est d'attirer davantage le secteur privé dans la formation professionnelle, de revoir les référentiels métiers et de faire en sorte qu'il y ait une grande confiance entre non seulement les parents d'élèves, le secteur privé et le secteur de la formation. Kofi Nguessan rassure que la formation et le partage d'expériences vont se poursuivre dans son département. Objectif, assurer une meilleure qualité de la formation professionnelle et technique des apprenants dans notre pays. Parlons à présent de cohésion sociale. Mara, dernier village de la cité du Poro, abrite près de 5000 habitants et regorge de trésors culturels et spirituels. Ce patrimoine attire de nombreux visiteurs, notamment lors du festival annuel. Une richesse partagée qui contribue à la cohésion sociale de la population locale. Régis Kofi. À un peu plus de 100 km de Korogo, dans la sous-préfecture de Boran, département de Dikodougou, se trouve Mara. Dans ce gros village de plus de 7000 âmes, vivent en parfaite harmonie plusieurs peuples, Senufo, Koyaka, Malinké, entre autres. À Mara, les symboles sont importants et sont source de bénédiction. À l'instar de ceci, un baobab, qui, dit-on, apporte le bonheur à ses visiteurs. Une autre référence, cette tombe, qui date des années 1700. Elle est de Ouattara Bazoumana, arrière-petit-fils du fondateur du village. C'est ici que des villageois et même des étrangers viennent se recueillir pour s'attirer des grâces. Mara est également connue pour sa richesse culturelle, notamment ses danses, dont le Kroubi ou encore le Passe. Quand on partait au mariage vers Kouroudou, quand on a vu la danse copée, ça nous a plu. C'est là nous on est venu créer chez nous à Mara. Tout comme la danse, l'univers culinaire de ce village, dans le Poro, est tout aussi varié. Avant, c'est ça on préparait pendant la fête. On appelle ça en français le Congolais. Mais chez nous ici, on appelle ça le Beneto. Les feuilles de dongo, plus l'arachide avec du riz. Donc ça, on appelle ça chez nous le Gokorobi. Autant d'atouts à promouvoir. C'est justement l'objectif du Migaro Festival. Le festival avait pour objectif de valoriser nos cultures, nos traditions ancestrales et de faire aussi la promotion du sport et aussi appeler le développement vers le village. 3 jours de réjouissance et de rapprochement des peuples appréciés par les festivaliers. Ce qui m'a marqué, c'est surtout la danse Woloso de nos mamans, qui a bercé mon temps d'enfance, parce que moi, ma maman aussi faisait partie de ces jeux-là. A commencer par la danse copée, passant par le sofa, et par le balafon et les masques qu'on appelle communément ici Konei. Et vraiment tout m'a marqué parce que moi, personnellement, ça me manquait. Un retour aux sources pour les jeunes, une satisfaction pour l'autorité locale. Une population qui n'a pas de culture, c'est une population qui est comme si elle n'a jamais existé. Donc je pense que c'est une bonne chose et qu'elle puisse être répétée chaque année pour que chacun puisse révertir les sources anciennes pour savoir d'où on vient.
Sachez que Boron abrite la première mosquée, une mosquée précoloniale qui a été construite au XVIe siècle. Et ces jeunes gens ont bien pensé, en voulant faire ressortir tout ce qui caractérise ce patrimoine-là, et ils sont à féliciter. Le Migaro Festival de Mara intervient juste après la célébration de l'Aïd el-Fitr, un moment de réjouissance pour consolider l'union sacrée entre les filles et les fils de la localité. Solidarité est présent à l'occasion de la fête de Pakino. Le directeur général du guichet unique automobile natif de Bouaké a fait un geste de solidarité en offrant 10 bœufs aux couches sociales de la ville. Les agents de la station régionale de la RTI ont également bénéficié de ce don généreux, un acte qui renforce l'esprit de partage et de solidarité au sein de la communauté. Gervais Kouassi, Charles Tato. La célébration de la Pâque est aussi une occasion de retrouvailles et de partage. Pour permettre à des couches de la société de bien passer ce moment, Touré Souleymane, fils de la région de Bouaké, appelé affectueusement à Bouaké le vagabond de la solidarité, a fait don de 10 bœufs. Les religieux catholiques, les policiers et agents de la station régionale de RTI de Bouaké ont reçu pour chaque corps un bœuf. Les 5 chefs cantons de Bouaké ont été gratifiés d'un bœuf chacun. Les 2 autres bœufs ont été immolés et la viande distribuée à des familles les plus démunies. Le donateur donne les raisons de son geste. Nous essayons en tant que cadre de Bouaké d'apporter des vivres et des non-vivres au canton de Bouaké. Dieu nous permet d'avoir et les moyens, et la santé, et la vie, et la grâce pour faire ça. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Nous disons merci pour ce don que nous recevons. Merci pour ce don. Merci au ministre Amadou Koné. Merci à vous également. Et merci à tous ceux qui sont venus avec vous. Nous ne sommes pas surpris par cet élan de générosité de M. Touré Souleymane. Pendant toutes les fêtes, il pense à la RTI. Et aujourd'hui, je voudrais, au nom de M. Jean-Martial Adou, directeur général de la RTI, dire merci aux donateurs. Ce n'est pas donné à n'importe quel enfant de faire ce qu'il vient de faire. Touré Souleymane a invité tous les rencontrés à œuvrer et prier pour une Côte d'Ivoire paisible dans un élan de développement. Dans la région du Lodjibois, Guitry a abrité la première session tournante du Conseil régional pour l'exercice 2025. Cette initiative vise à rapprocher l'administration des populations afin de mieux comprendre leur réalité. Le Conseil a fait le point sur les actions de développement passées et celles en cours. Un reportage de Mahama Traoré. Le département de Guitry et ses populations accueillent cette première session tournante du Conseil régional du Lodjibois au titre de l'année 2025. Pour l'occasion, cadres et élus proches du pouvoir comme de l'opposition sont réunis autour du ministre Amédée Kofi Kwaku, président du Conseil régional, un symbole de ce que la coalition des forces et des énergies est utile et préalable au développement de la région. L'objectif assigné à ces sessions délocalisées du Conseil régional est d'aller recueillir les préoccupations des populations. Le président a été élu également par les populations de Guitry et les populations avaient le devoir et le droit d'attendre que monsieur le président leur rende compte. Et c'est ce qui a été fait de fort belle manière. Les attentes sont nombreuses, c'est vrai, mais nous avons confiance en monsieur le président du conseil régional. Nous savons qu'il a pris bonne note de toutes les doléances des populations. À Guitry, l'agriculture étant l'activité économique phare, les populations espèrent des actions pour amplifier les ouvertures de voies en milieu rural, mais aussi l'adduction en eau potable, la réalisation de collèges de proximité et de centres de santé. Le Conseil régional promet d'y faire face. Les attentes des populations sont nombreuses. Beaucoup a été fait déjà ici à Guitry, comme l'a rappelé Madame le député maire, mais beaucoup encore reste à faire. La vision du président Alassane Ouattara, c'est d'apporter le développement aux populations. Mais le président aussi nous demande d'être très proche des populations. Les départements de Lakota et de Divo vont accueillir les prochaines sessions tournantes du Conseil régional du Lodjibois. Dans l'actualité internationale, un automobiliste a foncé dans la foule lors d'un festival de rue de la communauté philippine samedi à Vancouver, dans l'ouest du Canada, faisant plusieurs morts, a indiqué la police, faisant monter la tension à la veille d'élections nationales. Demain lundi, plusieurs personnes ont été tuées, plusieurs autres blessés, a indiqué la police de Vancouver sur
X, précisant que le conducteur est en garde à vue. Pour conclure ce journal, faisons à présent le point sur les événements marquants à travers le monde de ces derniers jours. Une sélection signée Rigoré. Le pape François est mort à l'âge de 88 ans. À la veille des funérailles, sa dépouille était visible à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le Ghana accueille les activités de lancement du 50e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les festivités ont débuté le mardi 22 avril à Accra. Condamné en première instance à 2 ans de prison, l'opposant Aliou Ba a fait appel de sa condamnation. Le ministère public a requis une peine de 5 ans de prison ferme contre l'opposant à la junte, poursuivi pour offense et diffamation à l'encontre du président de la transition, Mamadi Doumbouya. La représentante spéciale de l'ONU à Haïti, Maria Isabel Salvador, a tiré la sonnette d'alarme devant le Conseil de sécurité, estimant que le pays s'approche du point de non-retour et pourrait sombrer dans un chaos total face à la montée en puissance des gangs. La Cour constitutionnelle gabonaise a validé la victoire de Brice Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril. Le général devenu civil après avoir renversé Ali Bongo en 2023 entamera officiellement son mandat de 7 ans le 3 mai prochain. Le pape François a été inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, dans une simple tombe souterraine portant uniquement son nom de pape, Franciscus, l'une de ses dernières volontés. Ces funérailles samedi ont attiré plus de 250 000 personnes, riches et pauvres confondues, sont allées lui rendre hommage. Une puissante explosion en Iran fait au moins une trentaine de morts et plus d'1 millier de blessés, survenus dans le plus grand port commercial d'Iran. Une enquête a été ordonnée par le président iranien. Ainsi s'achève notre journal de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.